Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette deuxième soirée du colloque Wright pour la science qui dure toute cette semaine à l'Université de Genève. Comme vous le savez, il s'agit de la 21e édition de ce colloque organisé tous les 2 ans par la Fondation Wright. Merci d'être venus aussi nombreuses, aussi nombreux à Unis-du-Four. Merci également à toutes les personnes qui nous suivent sur Internet, sur le streaming en live, sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui étaient présents hier soir, vous me connaissez déjà. Je suis Sarah Serondada, je suis journaliste scientifique et j'ai le plaisir de vous accompagner cette semaine pour la modération des discussions avec nos intervenants, nos scientifiques de haut vol, comme chaque année. Et ce soir, notre voyage à travers les symétries de l'univers nous emmène du côté des lois de la physique. Alors, quel rapport entre les symétries et les lois de la physique, me direz-vous ? Eh bien, ces lois de la physique aussi sont gouvernées par des symétries, même si ce ne sont pas exactement les mêmes symétries que celles que l'on entend dans le sens commun. Et ce sera l'occasion de s'interroger sur les défis que posent actuellement certaines ruptures de symétrie qu'on observe en physique. Et pour nous en parler, nous accueillerons tout à l'heure le professeur Daniel Baumann, professeur à l'Université nationale de Taïwan, à l'Université d'Amsterdam, qui est également directeur du Centre Leung pour la cosmologie et l'astrophysique des particules. Avant de poursuivre, quelques petits rappels un peu pratico-pratiques sur le format des conférences. On va avoir une première partie d'exposé qui durera environ 40 minutes, puis on va avoir une table ronde, un panel qui va être constitué de l'orateur de ce soir, qui sera accompagné de 2 orateurs des autres soirs que je vous présenterai tout à l'heure. Cela permettra, vous vous en rendez compte, d'élargir les discussions et ce temps de questions-réponses durera également environ 40 minutes. Ces questions, vous pouvez les poser de 2 façons différentes. Dans la salle, bien sûr, en nous faisant signe tout à l'heure pour avoir un des micros qui va circuler, ou à distance en passant par la plateforme Slido en utilisant le QR code qui s'affiche juste derrière moi. N'hésitez pas à poser vos questions pendant la conférence, au fil de l'eau, ça permettra d'y répondre dès le temps de questions-réponses. Pour celles et ceux qui sont à distance, le live internet sera traduit et pour tout le monde, n'hésitez pas à poser vos questions en français ou en anglais. Les réponses seront traduites dans les 2 langues par notre équipe d'interprètes. Si vous êtes dans la salle, n'hésitez pas à utiliser le petit casque qui vous a été fourni pour la traduction en direct. Voilà pour les rappels utiles. Et je souhaiterais maintenant donner la parole au professeur Camille Bonvin, cosmologiste et professeur de physique à l'Université de Genève, membre du conseil scientifique de la Fondation Wright également. Vous allez présenter Daniel Baumann et l'inviter sur scène. Merci beaucoup, Camille. Bonjour à tous, bienvenue à cette 2e soirée du colloque Wright. Donc ce soir, j'ai vraiment l'immense plaisir de pouvoir introduire notre orateur, le professeur Daniel Baumann. Donc Daniel occupe actuellement la chaire C.C. Leung à l'Université nationale de Taïwan, où il dirige également le Centre Leung pour la cosmologie et l'astrophysique des particules. Et puis il est aussi, en même temps, professeur de cosmologie théorique à l'Université d'Amsterdam. Donc Daniel a eu en fait une carrière absolument remarquable. Il a fait un doctorat à l'Université de Princeton en 2008. Ensuite, il a fait un postdoctorat à l'Université de Harvard et à l'Institute for Advanced Study de Princeton. Et puis en 2011, il a décroché un poste à la prestigieuse Université de Cambridge, au Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, qu'on appelle aussi le DAMT. Et au DAMT, il travaillait dans le même corridor que Stephen Hawking. Et puis ensuite, en 2015, il a quitté Cambridge pour aller à la position qu'il a actuellement à Amsterdam. Donc Daniel a apporté durant sa carrière des contributions exceptionnelles à la cosmologie théorique et ça lui a valu de nombreuses distinctions et de nombreux soutiens. Par exemple, il a eu des subventions très prestigieuses du Conseil européen à la recherche scientifique, des subventions de l'Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique et puis une chaire de professeur invité à l'Université nationale de Taïwan. Donc il a travaillé dans de nombreux domaines de la physique théorique
Et il a donné des avancées importantes sur notre compréhension fondamentale de l'univers. Par exemple, il a travaillé beaucoup sur la théorie des cordes, qui est la théorie qui essaye de lier la physique de l'infiniment petit, la physique quantique, avec la théorie de la gravitation. C'est un sujet très complexe sur lequel il a fait des avancées très importantes. Et il a aussi travaillé sur l'inflation, qui est une période un petit peu folle qu'on a au début de l'univers, où l'expansion de l'univers s'agrandit exponentiellement vite. Mais Daniel n'est pas seulement un chercheur à la pointe, c'est aussi un fantastique communicateur. J'ai eu la chance, en fait, de le côtoyer quand j'étais à l'université de Cambridge, et j'ai toujours été vraiment impressionnée par la passion avec laquelle il communiquait sa recherche à son groupe. Et d'ailleurs, quand on allait au café, on voyait toujours le groupe de Daniel, les doctorants, les postdoctorants, les étudiants en master, avec le sourire, plein d'enthousiasme et très motivés pour leur travail. Et puis Daniel, c'est aussi quelqu'un qui est talentueux pour l'enseignement. On a parfois l'idée des chercheurs qui sont un peu perdus dans leur calcul, qui courent à un cours, encore les cheveux un petit peu en bataille, qui ne savent pas trop quoi ils vont parler. Ce n'est pas du tout le cas de Daniel. Daniel aime beaucoup enseigner et il a un talent, un de ses rares talents pour exceller dans la recherche, mais aussi dans l'enseignement. À tel point, en fait, que son cours de cosmologie, les notes de son cours sont devenues assez populaires et sont utilisées à peu près par la moitié des autres professeurs en Europe et aussi ailleurs, moi-même y compris. Et donc, en fait, ce cours de cosmologie a finalement donné lieu à un livre qui est lui aussi très populaire. Et pour la petite histoire, la semaine passée, j'étais à la cafétéria et j'entends des étudiants derrière moi qui disent « Est-ce que tu peux me passer le Bauman ?» Alors je me retourne parce que je me suis dit, est-ce que Daniel s'est trompé de semaine? Est-ce qu'il est venu une semaine trop tôt pour sa conférence? Mais ce n'était pas Daniel qui était là, ils étaient en train de se passer son livre de main en main. Donc Daniel a motivé des générations d'étudiants à Cambridge et aussi, j'en suis sûre, à Amsterdam et à Taïwan. Donc ce soir, lors de cette deuxième conférence Wright, Daniel va nous parler du pouvoir des symétries. Donc après le temps, la conférence sur le temps qu'on a eue hier, où on a vu que le temps était un ingrédient fondamental des lois de la physique, aujourd'hui, en fait, on va vraiment se plonger au cœur du sujet et on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la symétrie pour un physicien. Parce qu'en fait, les physiciens, ils sont un petit peu filous, ils aiment bien utiliser des mots de la vie de tous les jours. On sait tous qu'est-ce que c'est un objet, un visage, une fleur qui est symétrique. Et les physiciens utilisent ces mots de symétrie pour décrire les lois de la physique. Donc Daniel va aller vraiment aujourd'hui au fondement des symétries. Et quand on va au fondement, quand on essaye d'aller au plus profond, au plus fondamental, en fait, qu'est-ce qu'on atteint? On atteint les particules élémentaires qui nous composent et qui composent l'entièreté de l'univers. Donc en fait, on va faire un saut de cet univers extrêmement grand, peut-être même infini, dont Jean-Philippe Uzan a parlé hier, à l'infiniment petit pour décrire les particules et les lois qui gouvernent le comportement de ces particules. Et bien sûr, les deux sont liés. Alors peut-être que ça paraît un petit peu intimidant comme thème. Je suis ravie de voir qu'il y a autant d'entre vous qui êtes venus ici pour entendre Daniel parler de ce thème assez complexe. Mais ce dont je suis sûre, c'est que Daniel va en fait nous prendre par la main pour nous amener à comprendre la beauté et le pouvoir des symétries. Donc j'aimerais accueillir chaleureusement Daniel maintenant sur scène. Okay, bonsoir. Thank you very much. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour l'invitation et l'introduction. Donc, ma tâche aujourd'hui est de parler du pouvoir de la symétrie et pourquoi est-ce que celle-ci est au cœur de la nature et de la physique. Dans la science, il est souvent difficile de répondre aux questions du pourquoi. Mais s'il y a une réponse, eh bien, à une question du pourquoi, eh bien, je crois que la symétrie est un bon exemple. Il y a beaucoup de symétrie dans le monde et je vais vous parler donc des exemples et essayer d'illustrer mon propos. Alors, je crois que c'est une première pour moi. Je n'ai jamais vraiment donné cette présentation. D'ailleurs, j'en cherchais une sur Internet. Je me suis dit, il y a bien quelqu'un qui a fait cette présentation et expliqué la symétrie à un grand public. Et en fait, non, il n'y a rien. La dernière fois
La dernière que j'ai trouvée datait d'il y a 60 ans. Donc, c'est un défi, c'est assez complexe, mais je souhaitais tenter avec vous, car c'est un sujet passionnant et surtout très très important. Et quelqu'un doit vous expliquer pourquoi la symétrie est le fondement de notre monde. Donc, nous avons tous, bien sûr, une compréhension de la symétrie intuitive. Nous la voyons quand la symétrie est là. Vous avez des images ici que vous reconnaîtrez très facilement. Nous avons la symétrie grâce au miroir, des axes, des rotations. Et donc, de façon intuitive, nous observons la symétrie des objets. Mais ce qui nous intéresse, pas aujourd'hui, c'est pas tant la symétrie des objets, mais la symétrie des lois physiques. Donc, c'est un concept qui est plus profond et complexe. Donc, lorsque je parle de la symétrie des objets, eh bien, nous devons parler de la symétrie dans plus de précision. Donc, une façon de décrire les lois physiques, c'est d'abord le changement sans le changement. Donc si je prends quelque chose de symétrique, je peux faire des transformations sans changer ses principales caractéristiques. Donc imaginons que vous prenez le cercle, là, à droite. Si j'en fais, de manière rotative, je le tourne, tous les points du cercle vont se déplacer, mais la forme du cercle ne va pas changer. Elle va garder la même apparence. Donc, c'est un changement sans changement. Donc, voilà ce qu'est la symétrie. Mais cette définition est utile car nous pouvons l'appliquer à des contextes plus larges et à différentes situations. Non seulement pour décrire la symétrie des objets, mais aussi pour décrire la symétrie des lois physiques. Par exemple, des changements qui n'apparaissent pas comme des changements. C'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, comme je l'ai déjà dit, il y a 60 ans, Richard Feynman a fait un exposé sur ce thème, la symétrie des lois physiques. Il est disponible sur YouTube et c'est assez incroyable. Je vous encourage à le regarder. C'était il y a 60 ans, bien sûr, donc la physique a beaucoup évolué. Moi, je vais vous parler brièvement de ce que Feynman faisait il y a 60 ans. Et ensuite, je vais vous faire une mise à jour de ce que nous savons aujourd'hui, surtout grâce au microscope et ce que nous voyons aujourd'hui, dans ce que nous observons dans la nature. Donc, une symétrie essentielle de la loi des physiques est la transition dans le temps. Donc, si je fais une expérience aujourd'hui, demain ou dans une année, eh bien, normalement, nous devrions toujours avoir les mêmes résultats. Donc, c'est la loi de la nature, peu importe lorsqu'on fait l'expérience, normalement, les résultats sont les mêmes. Alors, vous pourrez penser que ce n'est pas vrai. Vous avez cité une situation où cela ne s'applique pas. Vous imaginez qu'une expérience dépend de la température, de la pression atmosphérique, de l'environnement. Si je fais une expérience l'hiver, eh ben, cela va être différent de si je la fais l'été. Mais cela concerne l'environnement, pas les lois physiques de la nature. Et si l'on fait très attention à organiser des circonstances qui sont toujours les mêmes, les circonstances qui peuvent avoir un impact sur l'expérience, eh bien, vous aurez toujours le même résultat, car les lois de la physique restent les mêmes. Et c'est assez essentiel à la logique de la science, car si cela n'était pas le cas, nous devrions intégrer la date et l'heure de l'expérience, et ce serait le chaos. Nous n'aurions rien sur quoi nous baser. Donc la science doit être prévisible, scientifique et fiable. Nous avons besoin de ça pour pouvoir avancer. Alors, cela semble léger, mais les conséquences sont importantes. Une autre symétrie concerne la traduction dans l'espace. Donc, si nous faisons l'expérience ici à Genève ou à Taipei, là où moi j'habite, eh bien, nous devrions obtenir le même résultat si nous prenons soin de mettre les mêmes conditions. Donc, peu importe là où se passe l'expérience. Il y a également une autre symétrie, c'est la rotation dans l'espace. Donc, quelle que soit la direction dans laquelle mon expérience est orientée, je dois normalement obtenir le même résultat. Que ce soit selon des variantes ou des symétries, la rotation dans l'espace doit mener au même résultat. Donc, jusqu'à présent, ces vérités peuvent vous sembler triviales, mais
Nous l'avons déjà entendu hier, il y a un théorème très important, le théorème développé en 1918 par Emmy Noether, la mathématicienne, qui a publié un théorème remarquable reliant ces symétries apparemment triviales sur la conservation. Elle a montré qu'il n'y avait pas d'évolution, de changement avec le temps. Donc nous avons parlé hier de la traduction dans le temps, qui a mené à la conservation de l'énergie. La traduction dans l'espace mène à la préservation de l'élan et la rotation dans l'espace, la conservation du moment angulaire, du mouvement angulaire. Donc c'est un théorème qui s'applique à la physique et lorsqu'on peut identifier donc une symétrie qui varie de façon continue, donc une façon de faire de la rotation de façon infinie, eh bien on peut identifier donc la conservation. Il faut se souvenir de ce théorème car nous allons y revenir tout à l'heure. Nous avons également entendu parler du mouvement uniforme hier, donc que je fasse une expérience ici ou sur un train qui se déplace à vitesse constante, eh bien nous obtiendrons les mêmes résultats de l'expérience. C'est donc une loi de la nature. Et cela a été formulé par Galilée, mais c'est également un ingrédient clé de la théorie d'Einstein sur la relativité restreinte. Nous avons donc parlé de l'électromagnétisme et de cette théorie de Maxwell, et Einstein a cependant insisté sur le fait que la symétrie devait être vraie et que notre conception de l'espace du temps devait être modifiée. Donc, au lieu d'accepter donc le conflit, il a été forcé de changer la notion que nous avions, donc l'espace et du temps, pour confirmer cette théorie sur la motion constante. Et donc, c'est un changement radical de perspective. Avant Einstein, les symétries étaient des conséquences de lois physiques. Et maintenant, aujourd'hui, après Einstein, nous percevons les symétries comme une façon de définir ce que sont les lois physiques. Et elles sont très souvent contraignantes. Donc, elles vont nous restreindre par rapport à nos théories. Alors, pour vous donner un exemple de quelque chose qui n'est pas une symétrie, il est très important de se souvenir de ce train qu'on a parlé, qui se déplace de façon constante. Si le train accélère, ce n'est pas la même expérience, car un train en mouvement accéléré n'apportera pas les mêmes résultats qu'un train qui se déplace de façon constante. Mais Einstein a compris qu'il y avait également une symétrie par rapport à une expérience qui se fait dans un train qui accélère et dans un cadre d'accélération gravitationnelle. Donc il y a une nouvelle symétrie qui a été découverte et qui a donc fait un lien entre ces différentes symétrie, l'accélération et la gravité, et cela a changé notre perception, comme quoi l'espace et le temps n'étaient pas des stades passifs, mais plutôt une partie dynamique des lois de la physique. Donc c'est là que Feynman s'est arrêté. Il a passé 1 heure à décrire tout ceci. Et bon, il est beaucoup plus éloquent que moi, il va dans les détails, et je vous encourage vraiment d'aller sur YouTube et regarder cette heure donc, de cet exposé classique de Feynman. Mais il décrivait seulement donc cette symétrie espace et temps traditionnelle que nous connaissons. Ce que je souhaite vous faire maintenant, c'est donc vous montrer qu'il y a plus de symétrie. La nature possède des symétries quantiques supplémentaires. Nous verrons qu'il y a un niveau fondamental, le monde est fait de champs quantiques et qu'il existe des symétries cachées qui dictent les lois auxquelles obéissent ces champs.
Donc malheureusement, ces symétries sont beaucoup plus abstraites, elles sont difficiles à visualiser. Nous pouvons tous visualiser une translation dans l'espace et une rotation dans l'espace, mais ici, je vais vous parler de choses qui sont un peu plus abstraites. Et c'est peut-être pour cela que vous n'en avez jamais entendu parler. Mais elles sont vraiment essentielles car elles sont au cœur de la physique et vous devez être renseigné sur la vérité de celle-ci. Mais elles sont peut-être pas vulgarisées autant que possible au vu de cette complexité. Alors, voilà une équation qui peut vous amuser. C'est une équation qui résume donc toutes les lois de la physique. Ce n'est pas important de savoir ce que ça veut dire exactement, mais il y a 3 termes importants. Donc, ceux qui décrivent les forces de la nature. Nous avons donc 4 forces essentielles dans différents champs. Ensuite, il y a les termes qui décrivent la matière, donc les atomes, etc. Et ensuite, il y a les termes qui relèvent de la brisure de symétrie dans la nature. Donc, ce sont des éléments clés de la physique, donc la matière, les forces qui régissent la matière, et ensuite les ruptures ou brisures de symétrie. Donc, mon exposé est constitué de 3 parties et je vais décrire d'abord des structures fondamentales de la symétrie, donc les éléments, la périodicité des éléments, la stabilité de la matière, et ensuite j'aborderai les forces avec lesquelles les particules de matière interagissent. Donc, je vais parler des forces principales qui sont sous-jacentes à la symétrie. Nous arriverons ensuite à un stade où nous aurons trop de symétrie et les forces de la nature seront trop semblables. Et dans la deuxième partie, je décrirai donc comment certaines symétries sont brisées pour expliquer une partie de la complexité du monde. Donc voilà les 3 parties de mon exposé. Et s'il me reste un peu de temps, peut-être que je vous inviterai à poser 1 ou 2 questions à la fin de chaque partie. Pourquoi pas? Voyons voir. Donc, commençons par la matière et la question suivante. De quoi le monde est-il fait? Alors, vous savez certainement que le monde est fait d'atomes qui sont constitués d'électrons, qui sont autour d'un noyau. Et ensuite, il y a donc les protons et les neutrons. Ensuite, les protons et les neutrons eux-mêmes sont constitués de quarks. On les appelle les quarks du haut et du bas. Il y en a toujours 3 ensemble pour constituer un proton, 2 en bas en haut et 1 en bas pour faire un neutron. 1 en haut et 2 en bas. Et bon, cela est tout. Nous savons qu'il y a des électrons et des quarks qui sont les entités fondamentales de toute la matière. Maintenant, je vais parler de la stabilité de cette image. Pourquoi est-ce que cela est décrit comme une symétrie? Et pour faire cela, je vais bien sûr devoir vous parler de mécanique quantique. C'est complexe, il faut à l'université étudier pendant quelques années pour vraiment comprendre les détails. Mais pour comprendre la symétrie dont je veux parler, nous avons besoin de quelques éléments. D'ailleurs, l'élément fondamental, c'est le fait que c'est une théorie de la probabilité. Donc, si on regarde les particules dans l'espace, on n'a pas besoin de localiser ces particules, mais plutôt la probabilité de leur localisation quelque part dans l'espace. Et ensuite, cette probabilité est décrite par une fonction, la fonction de l'onde. Et donc, nous utilisons celle-ci pour obtenir la probabilité. C'est tout ce dont nous avons besoin, donc cette équation que vous voyez à l'écran, cette formule. Alors, imaginez que vous avez donc 2 particules, la rouge et la bleue,
J'aurais pu les mettre de la même couleur, mais je voulais les différencier. Donc nous avons X1 et X2, deux localisations différentes. Et imaginons que nous échangeons les positions de ces deux particules. Et puisque ces particules sont indiscernables, eh bien avant et après l'échange, eh bien les choses sont les mêmes. Car si nous ne savons pas qu'elles ont été échangées, eh bien nous ne le saurions pas. Donc elles sont indiscernables. Alors, la probabilité représentait donc la fonction de l'onde au carré. Donc, nous pouvons changer la fonction de l'onde parce que moins 1 au carré égale 1. Donc, en faisant l'échange, les particules restent les mêmes. Cela se passe pour les particules bosons, par exemple, où la fonction de l'onde peut changer et cela s'applique aux particules de matière. Donc, imaginez que la fonction de l'onde change, mais cela n'affecte pas la probabilité de ces particules. Donc on a un moins en plus qui a des conséquences, bien sûr, lorsqu'on échange les particules. Et ce que cela veut dire, c'est que lorsqu'on a une fonction qui change de plus au moins en plus, eh bien cette fonction s'annule si les deux arguments sont les mêmes. Alors, je crois qu'il il faut juste que vous me fassiez confiance, parce que sinon, je vais perdre encore trop de temps à vous l'expliquer. Donc, imaginez que nous prenons ces deux particules, que nous les mettons au même endroit, donc x1 égale x2, et vous avez donc la fonction qui figure à l'écran, et ce qui veut dire que la probabilité de trouver ces deux fonctions l'une sur l'autre s'annule. Donc, je vous montre la symétrie qui est responsable du fait que les électrons ne vivent pas l'un sur l'autre. Les électrons ont également une priorité, le fait qu'ils tournent sur eux-mêmes. Et donc, ils peuvent tourner soit vers le haut ou vers le bas. Et il est donc possible pour deux électrons d'être au même endroit s'ils spinent en sens inverse. Et les électrons ne veulent, quoi qu'il en soit, ne pas s'empiler. Ils ont tendance à s'écarter les uns des autres. Et c'est la raison pour laquelle le tableau périodique existe tel qu'il est. Et le fait est que dans le noyau, nous avons cette charge énergétique qui est comme elle est. Sinon, tout aurait tendance à s'écrouler sur le noyau central. Alors, partant des principes d'échange de symétrie entre particules symétriques, eh bien, nous avons tout ce tableau périodique qui se construit. Une fois qu'on a des atomes, on peut développer de plus grandes structures, on peut développer des publics, des gens faits de chair et d'os, et tout le monde qui nous entoure, des podiums. Et puis, si vous voulez, tout cela est possible grâce à ces échanges symétriques. Très bien. Je prendrai peut-être les questions à la fin. Là, je vous ai expliqué cette symétrie sous-jacente qui explique la stabilité de la matière. Et le prochain point pour la physique qui est important que je vous ai expliqué, c'est les interactions entre la matière grâce à la force. Et donc, c'est les symétries qui permettent d'expliquer les différentes formes de force. Alors, nous avons découvert qu'il y avait 4 forces fondamentales par l'expérience. Il y a la gravité et l'électromagnétisme qui sont évidents. Et ce sont des forces que l'on observe au microscope et qui opèrent sur de très longues distances. Elles n'arrivent jamais à zéro. Elles demeurent toujours importantes. Ce sont des forces qui nous entourent aussi dans le monde macroscopique. Et puis, il y a 2 forces peut-être moins connues, les forces liées au noyau. Le noyau nucléaire est tout petit et ces forces-là sont aussi essentielles. Sans ces forces nucléaires, les protons dans un noyau, étant donné leur charge, se repousseraient et les noyaux s'effondreraient. Et c'est ces forces nucléaires très puissantes qui permettent de lier électrons et neutrons.
Ensuite, il y a les forces nucléaires faibles qui sont chargées de la décadence radioactive, notamment. Mon exemple préféré est en réalité le Soleil. Sans cette force faible, eh bien, le Soleil ne brillerait pas. Parce qu'il faut des particules qui s'approchent les unes des autres et qui entrent en fusion, qui émettent de l'énergie. Et les protons sont chargés positivement. Et donc, sans cette force, eh bien, il y aurait ces protons qui se repousseraient. Mais ici, grâce à cette force, eh bien, il y a ce rapprochement qui est responsable, comme je vous l'ai dit, de cette source d'énergie et du fait que le Soleil brille. Sans cette force faible, eh bien, nous n'aurions pas un Soleil qui brille de mille feux. Alors, ces forces peuvent sembler être très différentes, mais lorsqu'on regarde de très très près, le fait est que ces forces se ressemblent beaucoup. Le fait est que toutes ces forces sont transmises par des particules un peu différentes. La force de la gravité est liée au graviton, l'électromagnétisme est lié à ce qu'on appelle des photons. Les forces fortes sont liées aux gluons, il y en a 8, et les forces faibles sont liées à 3 particules, notamment les bosons W et bosons Z. Ces forces agissent de façon fort similaire. Et le fait est que la probabilité pour que ces particules interagissent sont liées à des diagrammes mathématiques. Et grâce à cela, on peut comprendre les changements de direction, les métamorphoses en différentes formes de particules, mais tout est lié à ces interactions et les points de rencontre qui sont valables pour ces 4 types de forces. Maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose que je suis sûr qui n'a jamais été montré. L'un de mes grands héros, et un héros pour beaucoup de physiciens, est Stephen Weinberg. Et dans les années 60, il a démontré un théorème remarquable. Un théorème qui dit que si l'on respecte les lois de la relativité et de la mécanique quantique, alors les interactions doivent être bien spécifiques. Et les particules de force ne peuvent interagir que si la charge est préservée, conservée. Et donc, s'il y a une particule qui arrive et qui ensuite se déplace, et donc si une force nucléaire faible et un électron peut ensuite devenir un neutrino. Et un up quark peut évoluer en down quark. Mais il doit y avoir quelque chose qui se préserve, conserve. C'est un théorème très profond, mais bon, je voudrais pas trop rentrer dans les détails. Mais retenez juste cela. Et Noether nous dit que lorsqu'il y a une charge qui est préservée, alors il doit y avoir une symétrie sous-jacente. Et donc la question est de savoir ce à quoi ressemble cette symétrie. Si on prend ces deux théorèmes, les forces interagissent toujours avec les charges préservées, et alors il y a une nouvelle symétrie qui doit apparaître dans la nature. Alors, commençons par l'électromagnétisme. Ici, nous avons certaines attentes par rapport aux charges. Les charges préservées, c'est des charges électriques, tout simplement. Mais j'imagine que vous ne connaissez pas la charge sous-jacente, la symétrie sous-jacente plutôt. Alors, revenons à la fonction d'onde d'un électron que vous avez ici à l'écran. Et ici, on voit les différentes localisations à l'écran. Et forcément, il y a des valeurs complexes dans l'espace, pas des valeurs réelles ici. Et les chiffres complexes, j'imagine que vous ne les connaissez pas toutes et tous, mais on peut visualiser des chiffres complexes comme des flèches. Imaginez des petites flèches qui se déplacent et qui sont dans l'espace. Il y a des flèches partout dans l'espace. Et s'il y a un point à un endroit donné, il représente un chiffre
Et s'il est à 90 degrés, alors il représente un chiffre imaginaire. Et entre les deux, on a un chiffre complexe. Et donc, nous avons ces flèches dans différentes positions dans l'espace. Et ces flèches pointent vers différentes directions. Ces flèches ont un angle, une magnitude, un axe, une longueur. Et n'oubliez pas que la probabilité est un carré de cette fonction. Et donc, la probabilité ne connaît que la longueur de la flèche, mais pas son orientation. Cela est lié à la symétrie. Et si je tourne simultanément toutes les flèches, eh bien, je ne change pas les prédictions. Il n'y a que la longueur qui est importante et non pas l'orientation absolue. L'orientation absolue, en fin de compte, est choisie, pas de façon arbitraire. C'est un point de référence choisi par le physicien. Ici, on a donc une nouvelle symétrie pour la longueur d'onde de l'électron. Et cette symétrie, eh bien, correspond à la charge électrique. Vous me suivez? Alors, je vous l'ai dit, tout ceci est très subtil. Et maintenant, cela a été observé et grâce au théorème de Weinberg, on sait que cette symétrie implique certaines propriétés pour les forces électromagnétiques. Et le théorème dit qu'on ne peut pas voir l'un sans l'autre. Dès lors, lorsqu'on identifie une symétrie, il y a une charge à préserver et il doit y avoir une force associée. Et à l'inverse également, la force est liée à la charge préservée. Tout s'entremêle et si un élément est retiré, tout le château de cartes s'effondre. Mais oui, ici, la fondation, c'est la symétrie. Voilà pour ce qui était de l'électromagnétisme. On a encore trois types de formes. Force, et ce sont trois symétries similaires. Pour la force nucléaire forte, on a les quarks. Et il s'avère que les quarks ont une qualité intrinsèque qui est la couleur. Et il y a trois différents types, le rouge, le bleu, le vert. Et en mécanique quantique, un quark peut être une combinaison de différents états de couleurs. Combinaison de rouge, de bleu, de vert. Et donc cela se représente aussi avec des flèches. Dans l'espace, il y a ici une flèche noire qui représente le quark. Et c'est la combinaison quantique qui se fait avec ces différentes couleurs. Et il y a aussi une symétrie par rapport à la rotation des flèches. Et une rotation dans cet espace et ses couleurs. Et donc, si j'ai une rotation du quark pour toutes les flèches partout dans l'espace, eh bien, les prédictions ne changeront pas, comme on l'a déjà dit, puisque c'est des orientations, des points de référence arbitraires. Les charges préservées, les charges de couleur se préservent aussi. Et il y a une force associée également, la force forte. Et c'est ainsi qu'on peut passer de la symétrie de la matière, la symétrie des quarks, à une force associée, la force nucléaire forte. Et ces deux choses vont de pair. On ne peut avoir l'un sans l'autre. Pour les forces faibles, je vous l'ai déjà dit, les quarks existent sous deux formes, up ou down, et il peut y avoir, et donc on peut dessiner ces flèches, et si on tourne les flèches partout de la même façon dans l'espace, on a à nouveau un espace, et on garde cette charge associée, et alors il y aura une interaction avec la force faible, comme je vous le disais. Le fait est que tous les détails des symétries permettent vraiment de rentrer dans les détails par rapport à ces forces. Si on prend la force nucléaire forte, il y a 8 gluons, comme je vous le disais. Et c'est parce qu'on peut avoir cette rotation tridimensionnelle dans la couleur avec le rouge, le bleu et le vert. C'est pourquoi on a 8 gluons différents. Pour les bosons faibles, il y en a 3 parce qu'il y a une rotation bidimensionnelle. Et tout cela n'est que conséquence. Ici, on a 3 axes et on pourrait avoir une théorie de 16 ou... Non,
Ici, nous avons toujours les paramètres de symétrie qui font que nous sommes limités. La gravité aussi permet de définir différentes coordonnées dans l'espace. Et là aussi, on retrouve les mêmes principes de symétrie et de force. Et on dit donc que la symétrie dicte les interactions. On peut démarrer de l'asymétrie. La symétrie engendre des charges conservées, préservées, que l'on couple aux forces. Et donc, il y a une chaîne tout à fait logique ici qui débute par la symétrie et qui termine avec le monde qui nous entoure, la structure de la matière structurée et nous. Bien. Vérifions, combien de temps me reste-t-il? Vous pouvez me le dire peut-être? Maintenant, je voudrais juste vous dire que, oui, j'ai souligné l'importance de la symétrie. Et Higgs l'a bien dit, le secret de la nature est la symétrie. Mais s'il y a trop de symétrie, il est difficile d'expliquer la complexité de ce monde. Les choses qui sont trop symétriques sont parfois un peu trop ennuyeuses. Et donc, il est important de pouvoir expliquer d'autres caractéristiques de ce monde. Et partant, il faut en effet que les structures symétriques que je vous ai exposées puissent arriver à certaines ruptures. Et il y a deux types de ruptures. Il y a la rupture spontanée. Et donc, la symétrie est là dans les lois de la physique, mais ensuite, il y a une rupture à cause des interactions dans l'environnement. Et ensuite, il y a les ruptures explicites. C'est lorsque, en réalité, il n'y a pas une véritable symétrie, mais qu'il y a une symétrie approximative, mais que les lois de la nature font qu'il y a une rupture de symétrie explicite. Je vous donnerai un exemple. Vous aurez plutôt un exemple demain, et donc je ne vais pas en parler trop longuement aujourd'hui. Je voulais néanmoins, voilà, vous parler, moi, surtout de la rupture de symétrie spontanée. Mais bon, revenons à ces 4 forces fondamentales dont j'ai déjà parlé. Je vous ai expliqué qu'au niveau fondamental, ces forces sont assez similaires. Elles sont décrites par les échanges de particules, les interactions. Mais ici, il y a trop de similitudes. Et la symétrie que je vous dis donc que toutes les forces de la nature, en fin de compte, seraient à longue portée. Et donc, pourquoi, en fin de compte, les forces nucléaires sont-elles de courte portée? Et pourquoi ces forces nucléaires n'ont-elles pas des impacts macroscopiques? Eh bien, pour 2 raisons. Et je vais vous les exposer. Tout d'abord, pour les forces fortes, il y a, étant donné l'effet symétrique, le fait qu'il y a ces échanges avec les gluons et donc il y a une charge de couleur et donc il y a une interaction en interne et il peut y avoir 2 gluons et ces échanges, si vous voulez, et cette force entre gluons. C'est la seule force où un tel phénomène se produit. Et étant donné ce phénomène, lorsqu'il y a beaucoup de gluons, eh bien, ils peuvent former, disons, une sorte de cube élastique, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et donc, si on prend 2 quarks et qu'on tente de les écarter, il va y avoir énormément d'échanges de gluons et ils vont produire cette structure élastique. Et il est de plus en plus difficile d'écarter les quarks les uns des autres. À vrai dire, c'est impossible même de séparer ces 2 quarks les uns des autres. Et on parle là d'un phénomène de confinement. Les quarks sont confinés dans l'espace étant donné ces interactions entre gluons et ces échanges et ces liens. Et donc là, il n'y a pas de rupture de la symétrie, c'est juste un phénomène de gluons qui s'entremêlent. Ensuite, les forces nucléaires faibles sont de courte portée parce que, justement, il y a une rupture dans la symétrie. Et ici, vous pouvez voir que, en fin de compte, nous avons deux formes de force qui sont gouvernées par un même type de symétrie, mais pour les
faibles échanges, il y a le champ de Higgs qui est important. Et les particules à faible force interagissent là. Mais les photons et les forces électromagnétiques, non. Les forces de l'électromagnétisme restent sans masse. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une longue portée. Mais ici, étant donné le champ de Higgs, il y a interaction. Et c'est pourquoi, justement, on a des forces à courte portée. On a une rupture de symétrie. C'est un très bon exemple, justement, de rupture de symétrie, et c'est pourquoi les mécanismes de Higgs et les champs de Higgs étudient tout cela en détail. Aujourd'hui, nous avons 4 différents types de forces, comme je vous l'expliquais, et 2 de ces forces étaient unifiées, la force faible et électromagnétique, et peut-être que, oui, certaines forces était aussi unifié avant dans une grande théorie. C'est une question de symétrie. Plus l'univers devient symétrique alors qu'on retourne en arrière dans le temps, plus il y a une unification. Cela semble être le cas pour 2 forces, on en est sûr. Et oui, il serait bon de voir d'un point de vue intellectuel qu'en effet, toutes ces forces étaient une à une certaine époque. Mais bon. J'imagine que mon temps m'est écoulé, mais je voudrais juste un petit transparent pour faire la pub de la conférence de demain. Demain, vous verrez que les forces nucléaires violent certaines règles fondamentales. C'est tout à fait unique. Toutes les adaptations dans la nature semblent ne pas faire la distinction entre les expériences et le miroir, mais les forces nucléaires, eh bien, apparemment, depuis les années 60, on sait qu'elles miroitent la symétrie, et cette violation de la symétrie est très importante pour notre existence, et cela explique pourquoi il y a plus de matière que d'antimatière. Mais tout cela sera bien mieux expliqué demain. Voilà, je vais maintenant arriver à ma conclusion. Je vous ai dit 2 choses. La symétrie est au cœur de la physique moderne. Je vous ai expliqué que la symétrie expliquait la stabilité de la matière et les atomes stables. J'ai également essayé de vous expliquer comment la structure des forces fondamentales découlait de la symétrie. Et j'ai également brièvement expliqué qu'il y avait une complexité due à la rupture de la symétrie et que pour que la force nucléaire faible soit de courte portée, il devait y avoir une rupture dans la symétrie. Et je vous ai également expliqué qu'il y avait une asymétrie dans entre matière et antimatière. Voilà, c'est tout. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Bourbon, pour cet exposé des plus remarquables. Bowman, j'ai beaucoup compris, j'ai très bien compris. Vous êtes vraiment bon parce que je ne suis pas physicienne. C'est maintenant le temps des questions-réponses. Et notre discussion de ce soir va se dérouler en anglais. Donc, voilà, pas de panique. Vous pourrez vous poser vos questions, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la langue de votre choix et elles seront traduites. Voilà, si vous avez pris un petit casque audio à l'entrée, elles seront traduites également. Et je vais maintenant accueillir sur scène, à mes côtés et aux côtés du professeur Bourbon, la professeure Yasmine Amis, directrice de recherche CNRS au laboratoire de physique des 2 infinis Joliot-Curie, donc en France. Et je vais accueillir également le professeur Enrico Cohen, professeur au département de cellules et biologie au John Innes Center à Norwich, au Royaume-Uni. Please join us on stage. Rejoignez-nous sur scène, s'il vous plaît. OK. Oh, OK. So, thank you very much. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par un petit échange de 5 minutes avant que l'on donne la parole. Vous donne la parole pour vos questions. Vous voulez un verre d'eau? Ah non, un casque. D'accord, très bien. Merci. Il y avait cette citation de David Gross qui était dans vos transparents. Et j'ai trouvé cela très intéressant. Le secret de la nature est la symétrie, mais une grande partie de la texture du monde est due à des mécanismes de rupture de symétrie.
Et donc, je voudrais que l'on revienne sur la rupture de la symétrie. Daniel, vous avez montré dans votre exposé ce transparent sur l'histoire de l'univers et on a vu qu'il y avait différents types de ruptures de symétrie. Et moi, je me demandais, d'accord, on avait c'était 10 exposant au moins 43 secondes après le Big Bang, mais avant, il n'y avait pas de violation de la symétrie. Est-ce que tout était parfaitement symétrique? Est-ce que le concept du Big Bang lui-même implique une rupture de la symétrie? Est-ce que cela ne nous ramène pas au point de départ? Alors, tout d'abord, je tiens à dire que, en effet, il y a ce fait expérimental, d'une part, lorsque nous avons ces 4 forces fondamentales, et ensuite, il y a la question de cette unification des forces électromagnétiques et des faibles forces. Ensuite, pour le reste, il n'y a que des hypothèses. On ne sait pas avec certitude. Mais plus on retourne en arrière dans le temps, plus il y a de l'énergie et plus il semble y avoir de l'énergie. Et la symétrie semble avoir une direction. On commence souvent avec une configuration symétrique. Et oui, moins il y a d'énergie, plus il y a de symétrie. Et donc, il est normal de s'attendre que l'univers de base était fort symétrique. Ensuite, il est vrai de dire que le Big Bang est un événement de rupture de symétrie, car il a en effet induit quelque chose. Et cette translation du temps est un grand puzzle, mais oui... qu'est-ce qui a engendré le Big Bang? D'ailleurs, c'est une autre grosse question, mais oui, il semble y avoir un lien avec la rupture de la symétrie. Merci beaucoup. Alors, continuons sur les ruptures. Vous nous avez parlé du fait que l'antimatière serait abordée par Yasmine demain. Et donc, il y a la symétrie CP, ça on l'a compris. Et donc, il devrait y avoir une asymétrie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons plus de matière que d'antimatière. Et donc, ma question pour vous, Yasmine, est de savoir comment peut-on expliquer le déséquilibre. Car si j'ai bien compris, ce que l'on a vu avec ces expériences et avec ces violations ne suffit pas à expliquer le déséquilibre. Alors, comment aujourd'hui... à Genève, au CERN ou ailleurs, comment peut-on effectuer des tests sur ces hypothèses par rapport à la violation? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci pour cette question. Et donc, moi, ma réponse va être un bref résumé de ce que je vais dire demain. Alors, s'il vous plaît, revenez demain. Pour répondre à cette question, nous savons que les symétries présentées par Daniel peuvent être combinées. Et donc, on parle de la combinaison des symétries C et P. Et il y a cette théorie selon laquelle on a besoin de plusieurs conditions pour expliquer le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes faits de matière et non pas d'antimatière. Et l'une des choses qu'il nous faut, mais on en parlera beaucoup demain, l'une des choses qu'il nous faut, c'est que les lois de cette asymétrie soit violée. Et donc la matière et l'antimatière se comportent de façon différente. Les expériences, elles, et on en a parlé lors du dîner hier, nous n'avons qu'un univers, à ce que l'on sache, mais avec les expériences, on peut reproduire des conditions qui sont aussi proches que faire se peut de choses qui ont pu se produire très proche du Big Bang. Nous avons des données que nous pouvons produire grâce au matériel que nous aborderons demain. Et ensuite, nous pouvons faire des tests. On peut faire des tests autant que faire se peut, mais nous savons qu'il y a toujours beaucoup de points d'interrogation car ce qu'on mesure n'est pas suffisant pour expliquer le monde dans lequel nous sommes. Voilà donc l'idée de base. Je vous remercie beaucoup. S'il vous plaît, revenez demain. Alors, dernière question pour cette ronde de questions pour Enrico Cohen. Il y a aussi une symétrie qui est cachée dans les organismes vivants, dans les cellules vivantes. Et il est possible que cette symétrie soit liée au fait
que certaines symétries miroitées étaient violées. Donc ma question était la suivante. Comment la rupture de symétrie dans un niveau théorique, physique, peut-elle expliquer certaines questions liées à la symétrie de la vie, la gravité moléculaire? Et comment peut-elle expliquer pourquoi la vie est telle qu'elle est? Merci pour cette question. Alors, moi, je suis biologiste. Est-ce que vous m'entendez? Bien. Je suis biologiste et donc je ne peux faire de commentaires sur la matière et l'antimatière. Mais pourquoi les aminoacides ont-ils leur forme? Pourquoi l'ADN est toujours héliforme et sur la droite? Pourquoi est-ce qu'on a l'ARN qui semble être miroité? Eh bien, faisons une analogie. En Suisse, vous conduisez à droite. Au Royaume-Uni, d'où je viens, on conduit à gauche. Ces deux stratégies fonctionnent plutôt bien. Mais si on tente de mélanger les deux stratégies, et si on a une personne du Royaume-Uni qui conduit ici et qui persiste et signe et veut conduire à gauche, eh bien alors on a un peu comme si la matière et l'antimatière se rencontraient, une collision. Et donc, les différents pays ont décidé de conduire de différentes façons, mais étant donné que ces deux stratégies fonctionnent bien, ça va. Et il y a donc beaucoup de théories. Et vous savez, des théories liées à l'épée qui se tenait d'une façon ou d'une autre, étant donné les chevaliers à une certaine époque. Mais bon, c'est peut-être lié à la chance. Peut-être que oui, il y a eu différentes influences, mais ce qui importe en fin de compte, c'est que oui, d'accord, la symétrie a été rompue et on fait les choses d'une certaine façon, mais cela veut dire que grâce à cette rupture, une solution a été rendue possible et quelque chose s'est passé. Si on prend une route en Suisse et qu'on la retourne 280 degrés, eh bien, en réalité, tout le monde conduit toujours à droite. Et donc là, il y a un changement et donc toujours cette symétrie. Et c'est lié au fait que l'on fait les choses d'une façon ou d'une autre. Et donc ici, on parle de rupture de symétrie, mais la rupture de symétrie permet d'autres formes de symétrie, la symétrie rotationnelle. Alors dans la vie, on ne sait pas trop. Et tout comme on ne sait pas pourquoi on conduit à droite ou à gauche, en fin de compte. De façon religieuse, on ne sait pas pourquoi il y a eu des changements. On connaît les conséquences, on sait qu'elles sont importantes. On ne peut pas avoir une molécule ADN qui a une spirule différente. Si ça faisait gauche-droite, droite-gauche, ça n'irait pas. On a cette hélice parfaite qui permet aux choses de fonctionner. Alors, pourquoi? Comment? Il y a beaucoup de théories, certes. Est-ce que c'est la radiation cosmique? Qui sait? Ce sont des questions qui demeurent en suspens. Mais le fait est que, comment dire? Oui, je pense qu'il vaut mieux parler de transformation de symétrie plutôt que de rupture de symétrie, parce que il peut y avoir différentes formes de symétrie, mais voilà, c'est fondamental dans la biologie, comme nous l'avons entendu, et c'est fondamental aussi dans le monde physique. Et la richesse du monde demande justement un mariage entre la symétrie et la symétrie. Merci beaucoup. Donc, les brisures peuvent mener à de nouvelles symétries. Merci beaucoup pour l'analogie avec la conduite. C'est très pragmatique. Est-ce qu'on a des questions de la part du public qui viennent de Slido? Oui, on a des questions en ligne. Alors, une première sur la supersymétrie. What do you think about supersymmetry? Que pensez-vous de la supersymétrie? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une chance qu'elle existe dans la nature? Peut-être que je peux commenter, oui. Je voulais en parler à la fin de l'exposé parce que je parlais de la matière et des forces et la supersymétrie est donc une symétrie entre exactement cela. J'aurais peut-être dû en parler car cela présente l'unité des différentes parties de mon exposé. Mais en fait, c'est une symétrie hypothétique qui décrit toutes les matières et les forces de la nature. Il y a des caractéristiques théoriques très attrayantes. Il y a un autre théorème que vous pouvez chercher
c'est le Coromandula, le théorème de Coromandula, qui parle de la symétrie. On parle de symétrie de l'espace interne et cette théorie parle de la dernière symétrie que la nature pourrait faire et qu'elle n'a pas encore créée. Donc, si la nature voulait être au complet, elle devrait donc créer la supersymétrie, selon ce théorème quantum Kondula. Donc, nous ne l'avons pas encore vu dans le LHD. LHC, pardon. On espérait qu'avec les partenaires, on pourrait donc identifier ces particules. Nous ne l'avons pas vu pour l'instant. Nous espérions également qu'on verrait ça au LHC, car cela pouvait nous aider à compléter le puzzle quant au puzzle Helix et à sa légèreté et sa stabilité. Et sans la supersymétrie, nous n'avons encore cette problématique de la masse du puzzle Helix. Donc nous pensions la trouver, mais nous ne l'avons pas encore trouvée. Cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Voilà, Quantum Mandula me prouve qu'elle existe, que la nature aime la symétrie, et c'est la dernière chose que nous n'avons pas encore trouvée dans la nature, c'est la supersymétrie. Mais reste à découvrir. Et la supersymétrie n'est-elle pas impliquée donc dans la théorie sur laquelle vous avez travaillé? Oui, tout à fait. C'est moins important pour moi, mais il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur la théorie donc des cordes, effectivement, et qui ont abordé la supersymétrie dans ce cadre. Donc, si vous croyez en la théorie des cordes, eh ben, vous pensez également qu'il y a une supersymétrie quelque part. Certainement. Merci beaucoup. Souhaitez-vous ajouter quelque chose sur la supersymétrie? Alors, si on peut passer un micro. Merci. Merci beaucoup à professeur Bowman et à toutes les personnes présentes et qui sont sur le panel. Alors, ma question est la suivante. Nous sommes à Genève. Genève est la ville donc de Jean Piaget. Jean Piaget qui a beaucoup travaillé sur l'épistémologie. Donc, comment nous obtenons des connaissances? C'est une question plus générale. L'image de la symétrie est une image qui représente le monde. Une image qui a été du monde, qui a été construite par le mariage entre les mathématiques et la physique, l'union de ces deux disciplines. Et la physique a donc progressé de façon incroyable grâce aux mathématiques. Quel est l'état donc de cette union aujourd'hui? Je ne pense pas qu'il va y avoir un divorce, mais peut-être une évolution. Est-ce que vous percevez une évolution? Est-ce que vous percevez que les symétries progressent, les études de la symétrie, est-ce qu'elles évoluent et progressent grâce à des nouvelles formules de mathématiques? Est-ce que vous explorez des nouvelles formules de mathématiques, par exemple? Lorsque nous sommes allés d'un monde à un autre, nous avons fait de grands pas en avant et peut-être que la physique à l'avenir dépendra du progrès des mathématiques. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu là-dessus? Parce que je sais que c'est complexe, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup. Donc, le lien entre le progrès de la physique et le progrès récent en mathématiques, peut-être que vous pouvez commenter. Alors, je ne sais pas comment aborder ça ou combien en dire. C'est intéressant, effectivement. Il y a d'ailleurs une citation que j'aime bien, c'est que l'univers parle de nombres. Et donc, la nature est d'ailleurs construite du langage de mathématiques. C'est évident, mais c'est la façon la plus claire de décrire les lois de la nature. C'est grâce à des équations de mathématiques. Alors, en physique, c'était souvent le cas. Nous avons besoin de développer de nouveaux concepts mathématiques pour décrire la physique. Le calculus, par exemple, c'est l'exemple type. Einstein a eu besoin de géométrie différentielle pour parler donc des courbes, de la force gravitationnelle. Donc, il y a de nombreux exemples où la physique et les mathématiques travaillent main dans la main. Mais également, les mathématiques de la symétrie concernent la théorie de groupe. Ça a été développé par un monsieur très intéressant. Donc, la symétrie est
intégré donc, dans les mathématiques, la théorie des groupes, des transformations, et il y a donc un échange en fait dans les deux sens qui est très fructueux. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures, hein, mais je vais m'arrêter là. Peut-être des développements modernes dans les mathématiques seraient très utiles pour la physique, mais nous ne le savons pas. Oui, par rapport à l'avenir, je voudrais quand même dire quelque chose, car nous travaillons sur ceci avec mes amis. Il y a donc, comme je l'ai dit, donc l'émergence de l'espace-temps, et que les échelles de distance évoluent, et l'image qu'a proposée Einstein est encore approximative, et nous avons besoin de nouvelles structures mathématiques et géométrie positive, donc qui généralisent les polyhydros, qui parlent et qui vont nous informer sur cet espace-temps au niveau fondamental. Donc nous pensons que ce sont des structures mathématiques qui pourront nous aider à décrire cela. Et là, il faudra des nouvelles formules mathématiques et autres qui seront au cœur de ces descriptions. Mais c'est encore très complexe et précis. Merci beaucoup. Oui, je vois qu'il y a une main qui se lève. Monsieur, au fond à gauche, est-ce que vous pouvez lui donner un micro? Oui, parfait. Bonsoir et merci pour votre exposé. 3 questions. Tout d'abord, cela concerne les transitions de phase et donc les ruptures de symétrie. Donc le rôle de transition de phase et la rupture de symétrie. Ensuite, avez-vous épelé Hearth ou Heart avec un H ou sans? Et ensuite, les gravitons, est-ce qu'ils ont été découverts? Est-ce que le LHC ou autre accélérateur a découvert le graviton? Merci. Tout d'abord, vous parlez des transitions de phase et de la rupture de symétrie? Oui, alors, la rupture de symétrie entre les forces faibles électromagnétiques s'est passé donc à la brisure électrofaible, comme on l'appelle. Donc il y a eu cette phase, ensuite il y a eu une séparation, et ces transitions donc de cette phase qui a été expérimentée au LHC récemment. Et nous pensons que l'histoire de l'univers, il y a eu donc plusieurs phases. Je crois que mon collègue va en parler jeudi. Hier, nous en avons déjà parlé de la moitié de son discours, donc son exposé, nous n'allons pas aborder la deuxième moitié ici. Mais ce sont des phases qui accompagnent la rupture de symétrie, effectivement, les phases de transition. Et enfin, les gravitons. Donc les gravitons sont encore hypothétiques. Il est très difficile de découvrir un graviton individuel car c'est une force faible. Et lorsque j'ai montré le graphique et les interactions, eh bien, c'est une rencontre très faible. Donc, c'est une expérience qui ne peut jamais vraiment se faire pour identifier le graviton et le découvrir. Bien qu'il y ait un magazine quantique qui en parle de cette expérience. Si vous voulez la lire, c'est dans Quantum Magazine. Et la deuxième question, je ne sais plus ce que c'était. Revenez me voir après avec la deuxième question, si vous le souhaitez. Qui viennent de la plateforme en ligne. On en a. So wouldn't the Pauli exclusion mean that the pre-Big Bang state was... Alors, est-ce que l'exclusion voudrait dire que l'état pré-Big Bang est impossible car toute la matière ne pouvait pas être dans le même espace? Oui, c'est excellente question. Est-ce que la question est claire? C'est une excellente question. Donc, l'affirmation est la suivante. Les principes de polyexclusion nous informent que les particules souhaitent plutôt s'écarter les unes des autres que s'empiler. Et cela veut dire que lors du Big Bang, que le Big Bang aurait été impossible à cause du fait que ces particules ne souhaitaient pas être ensemble. Et donc, cela va me permettre de parler d'un mythe du Big Bang. Ce n'était pas un point dans l'espace, mais plutôt un moment dans le temps. L'espace était une étendue. Elle aurait pu être infinie à cette époque. Et le Big Bang s'est passé à un moment. Et c'était une explosion de particules. Alors c'est peut-être étonnant pour vous, car on vous a raconté des histoires depuis que vous êtes né.
que le Big Bang était une explosion à partir d'un point, et ce n'est pas le cas. En fait, c'est un moment dans le temps plutôt qu'un point dans l'espace. Donc, les choses sont en fait étendues et sur un espace plus large. Merci beaucoup. Daniel, pendant votre discours, vous avez parlé donc des lois de la physique et du fait que les particules ne peuvent pas prendre les formes qu'elles veulent. Et cela a été stipulé dans un article en 2019, je crois, donc de Quantum Magazine. Et vous souhaitez parler d'une technique qui est donc connue comme bootstrap. Et vous parlez des lois de la nature. Est-ce qu'elles devraient être ou ce qu'elles sont? La question est un peu compliquée. Pourriez-vous expliquer, donc, selon ces termes, ce qu'est le bootstrapping et comment cela peut aider les physiciens à comprendre les symétries? Alors voilà ce que j'essayais de communiquer. Je ne sais pas si j'ai été claire dans mon chapitre sur les forces. Et si j'enlève 20% de ce que j'ai dit, je pense qu'il y a déjà 20% de plus de ce que vous saviez déjà. Donc, les lois de la physique sont très restreintes et dépendent de principes, donc la plupart des principes de symétrie. Donc, les lois de mécanique quantique sont régies par ces lois et avec d'autres propriétés, mais lorsqu'on parle des lois de physique et qu'elles sont inévitables, on parle de type de lois qui respectent les lois de relativité et de mécanique quantique qui sont très restreintes. Et on peut utiliser uniquement les forces que nous avons vues dans la nature et pas des hypothèses. On ne peut pas imaginer n'importe quoi, car cela viole la relativité et la mécanique quantique. Donc, si l'on veut appliquer ces règles-là, eh bien, il n'y a pas d'univers hypothétique qui est complètement différent du nôtre. Je ne sais où. L'édifice théorique est très restreint selon les lois de la physique et cela permet uniquement d'utiliser et de faire référence aux forces dont on a parlé. C'est pour ça qu'on parlait des lois de la physique comme des lois inévitables. Lorsqu'on parle de relativité et de mécanique quantique, eh bien, on a une structure, on a une logique que l'on est obligé de suivre et qui restreint notre raisonnement. Donc, on ne peut pas juste inventer n'importe quoi pour expliquer les règles. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des caractéristiques très précises pour les forces. Les forces de la gravité, par exemple, la force de la gravité dépend d'un principe très précis. Ça veut dire que la force gravitationnelle s'applique aux particules de la même manière, peu importe de quoi elles sont faites. Et on peut montrer que ces principes d'équivalence s'appliquent donc selon les mécaniques quantiques et ce que je vous expliquais. On ne peut pas inventer n'importe quoi, on doit utiliser la relativité et la mécanique quantique. Donc il y a des caractéristiques qui sont des conséquences des principes fondamentaux qui pour nous sont sacrés. Merci beaucoup. Public. N'hésitez pas à lever la main que je vous vois, ou alors d'autres questions peut-être en ligne. Ah, attendez, il y a une main qui s'est levée. Madame, au 4e rang, 5e rang. Bonjour, merci beaucoup. Alors moi, je suis une amatrice. Je voudrais vous demander, par rapport à la fréquence et au son, et est-ce qu'elles jouent un rôle en matière de symétrie? J'ai vu des documentaires où l'on parle de son sur différentes fréquences qui étaient représentées par des symétries et des images d'eau et qui étaient reflétées sur des murs. Et je me demandais donc si la fréquence et le son avaient une influence sur la symétrie ou ces théories. Alors, je peux essayer de répondre. Ce dont vous parlez
donc par rapport au son et à la lumière, et qui ont des fréquences, la façon dont nous décrivons ces objets en physique, c'est grâce à des ondes, donc des ondes et leur structure. Et c'est la structure qui va définir la fréquence et qui est l'un des ingrédients dont vous avez besoin pour décrire l'onde. Et ce que Daniel montrait tout à l'heure, c'est que ces ondes répondent et sont régies par des lois. On ne peut pas en faire n'importe quoi. Donc, elles sont régies par ces forces, ces symétries, ou dépendant de ce dont vous parlez. Et là, il s'agit d'une échelle plus macroscopique par rapport à ce dont on parle ici. Mais la structure de l'onde reste la même. Donc, tout cela pour dire que la manifestation que vous voyez lorsque vous jetez un caillou dans l'eau et vous voyez la propagation de l'eau, eh bien, ce sont des vagues qui peuvent être décrites par une structure mathématique qui est fondée sur des règles très précises. Je peux peut-être compléter. Vous avez parlé de fréquences. Nous avons également les fréquences de la lumière, pas seulement du son. Et donc, dans le spectre atomique, il y a des transitions donc d'électrons qui nous proviennent de l'énergie de l'atome. Et la structure du niveau d'énergie de l'atome a en fait une symétrie. Il y a la théorie de groupe, donc des atomes, qui les organise en spectres. Et toute question que vous pourriez poser dans cette pièce va vous mener à la symétrie, en fait. Donc, lorsque vous posez la question sur la symétrie, je ne voyais pas la connexion, mais maintenant je comprends la fréquence de la lumière dépend également donc de symétrie. Donc, effectivement, il y a des liens, oui. Peut-être juste, avant de prendre votre question, une question en ligne. Après, on prendra votre question, du coup. So, is there any clues regarding symmetry? Y a-t-il des lois de la symétrie qui pourraient nous mener à penser qu'il y a plusieurs univers? Pardon. Is there any clues when you look at symmetries that there could be many universes? By symmetry, could we have... Y a-t-il des choses qui portent à croire qu'il y aurait plusieurs univers, donc à travers cette théorie de la symétrie. Alors, il y a une image qui nous fait penser qu'il y a plusieurs univers. Au début, l'univers donc aurait traversé une phase d'inflation, une expansion accélérée qui est très symétrique et qui fait partie donc de l'évolution de notre univers, où il y a eu donc une traduction de temps sur une constante avec donc des conditions qui étaient les mêmes dans l'histoire de l'univers. Et lorsque on approche cela, l'aborde sous un point de vue de mécanique quantique, eh ben, on parle de fluctuations quantiques qui sont magnifiées et qui sont étendues sur des grandes distances. Donc la théorie de l'inflation est fondée sur la symétrie, et cela pourrait mener à penser qu'il y a plusieurs univers ou de multiples univers au-delà d'une autre. Mais voilà, c'est un très petit lien avec la symétrie. Mais nous n'avons pas de moyen de tester cela de façon empirique. Alors, cela mène à une question intéressante. Est-ce que l'on peut croire dans quelque chose que l'on ne voit pas ? Parce que par définition, on ne voit pas ces autres univers, car ils vont au-delà du champ de notre vision. Donc, une analogie intéressante de Steven Weinberg, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, et que peut-être que l'on peut croire dans des choses même que l'on ne peut pas observer, comme des conséquences de nos théories. Et comme analogie, il parlait de quarks, car personne n'a jamais vu un quark isolé. Et à cause de cette caractéristique de confinement dont j'ai parlé, on ne peut pas séparer les quarks car elles sont attirées les unes vers les autres. Donc personne n'a jamais vu de quark. Mais nous sommes convaincus que les quarks existent, car nous avons la théorie de la force puissante. Et donc les quarks font partie intégrante de cette théorie.
Donc si on a une théorie qui a été testée sous d'autres régimes, qui est comprise, eh bien on doit croire dans toutes les conséquences, dont l'existence de ces quarks que personne n'a jamais vus. Donc si on avait une théorie, je ne dis pas qu'on en a une, mais si on avait une théorie qui était très développée, testée, et dans notre univers, qui faisait croire ou penser qu'il y avait d'autres univers, eh bien il faudrait prendre cela au sérieux, parce que c'est une théorie qui a été testée ailleurs. Merci. On va prendre votre question là, ouais, au troisième rang, deuxième rang. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc moi, je suis aussi amatrice. Je me demandais ce qu'il en était des symétries et des fractaux ou des fractales. Donc je me demandais s'il y avait les mêmes lois concernant les fractales qui pouvaient s'appliquer à la théorie de la symétrie. Vous avez peut-être quelque chose à dire par rapport aux similarités et à la nature? Alors, quelque chose que j'ai enlevé de mon exposé. Bon, c'est utile parce qu'au début, je vous montrais donc les symétries espace-temps. Et je voulais pas vous montrer que tout était une symétrie, mais cela pouvait vous faire penser à cela, que c'était le fait. Mais ce qui est important dans la symétrie, c'est le changement d'échelle. Et Feynman l'a démontré donc de façon parfaite lorsqu'on prend une expérience et qu'on la reproduit à plus grande échelle. Eh bien, il y a donc cette théorie comme quoi si on fait une expérience à plus grande échelle, eh bien les résultats changeront. Donc, imaginons que vous avez donc un éléphant sur la Terre. Eh bien, si on agrandit l'éléphant, il deviendra trop grand et donc l'éléphant va écraser la Terre à cause de la force de la gravité. Et les forces atomiques ne pourront pas supporter le poids de l'éléphant. Mais je vous ai dit que je dois changer tout ce qui rentre en ligne de compte. Donc si j'agrandis l'éléphant, je dois agrandir la Terre et tout le reste. Mais cela ne résout pas le problème, car si la Terre est plus grande, l'éléphant va également écraser la Terre, car elle ne pourra pas supporter son poids. Donc voilà, je ne sais pas comment faire un lien avec les fractales, mais les fractales sont un outil utile, non, pour décrire cela. Peut-être que notre biologiste peut nous aider. Alors, nous avons un lien avec les fractales et le changement d'échelle. Donc, les systèmes dont on entend parler, les objets, la force, dans le monde physique, souvent ne croient pas. On parle de changement d'échelle, l'univers grandit, croît. Mais dans notre univers, les organismes croient. Donc, si on regarde un chou-fleur, par exemple, il y a une structure de cellules très similaire, car lorsque le chou-fleur pousse, eh bien, ce sont des pousses qui se reproduisent et c'est un système de croissance. Et les fractales se reproduisent de façon naturelle. Donc, c'est comme une symétrie, parce que ce sont des choses qui grandissent et grandissent et grandissent et génèrent de la matière et donc répètent les mêmes règles, c'est qui est exactement une symétrie, eh bien, on atteint donc cette théorie des fractales également. Je ne sais pas si cela répond à votre question. En ligne, donc est-ce que quelqu'un souhaite poser une question dans la salle? Ah oui, je ne vous avais pas vu, pardon. Monsieur au fond là, à droite. Alors ma question est la suivante. Lorsqu'on parle de l'unification des forces, que se passe-t-il avec les bosons qui transportent les forces? Est-ce que ce sont les mêmes particules? Et puis, le cas échéant, lorsqu'il y a division, y a-t-il différents états pour les différentes particules, comme on a différents états énergétiques?
Une très bonne question. Alors là, je dirais que là, on joue avec les mots. Est-ce que ce sont les mêmes particules ou non? Elles sont associées à différents groupes symétriques. On a les symétries liées aux quantités préservées, etc. et les charges préservées, conservées. Et disons qu'en fonction de la symétrie, on a des prévisions et des modèles de force qui peuvent apparaître. À haute énergie, il y a des modèles qui peuvent apparaître. Et pour la force électrique, on avait 4 particules différentes. Et alors ensuite, il y a eu cette division avec les photons et 3 particules pour les forces nucléaires faibles. Mais il y avait toujours une équivalence avec 4 éléments. Donc ce sont des mots. Et oui, on parle de electroweak bosons en anglais. Et donc, oui, une combinaison de 2 donne un photon et une autre combinaison peut engendrer les bosons de W, et les bosons de Z. Et des combinaisons faibles engendrent de nouvelles particules. Merci. Alors, avant de clore, je voudrais peut-être vous demander poser une toute dernière question. C'est peut-être un peu plus métaphysique, mais est-ce une mauvaise chose si les lois de la physique ne sont pas symétriques dans l'univers? Pourquoi est-il dangereux? N'est-il pas dangereux de confondre beauté et symétrie? Les cellules font partie du même système que l'univers. Alors, c'est peut-être pourquoi nous n'avons pas été capables de définir un modèle standard. Je ne sais pas. Alors, peut-être que je vous donnerai à vous la parole en premier lieu, ensuite aux autres. Est-ce que vous pouvez me poser votre question, parce que je n'ai pas tout à fait suivi. Est-ce qu'il est dangereux de comparer la symétrie à la beauté? Alors, je dirais que la simplicité et la symétrie sont très étroitement liées. Et la science n'est possible que parce que nous tentons de simplifier des explications plus complexes. Si on a un phénomène tel que les planètes qui se comportent d'une certaine façon dans les cieux, alors on peut expliquer les choses de façon très compliquée et tenir compte du Soleil, de la Terre, des astres, mais on peut aussi faire plus simple et dire que nous tournons autour du Soleil. Scientifiquement parlant, nous privilégions le simple pour communiquer, pour faire des prédictions, des prévisions par rapport aussi à des théories plus complexes. Et cela vaut pour les symétries, des demi-symétries. Et la symétrie pousse à des explications plus simples. C'est ce que les scientifiques privilégient. La science serait impossible si on ne favorisait pas les explications plus simples à chaque fois qu'on en avait 2. On peut toujours accoucher d'une explication très compliquée pour quoi que ce soit. Mais la beauté de la science réside dans le fait que l'on tente, que l'on aspire d'expliquer des comportements extrêmement complexes simplement. C'est ça qui est beau. C'est ça qui permet de préviser, de faire des prévisions, de tester. Et oui, parfois il peut y avoir des erreurs, mais une explication simple permet de faire ces prédictions, d'évaluer, de voir si c'est juste ou incorrect. Comment voulez-vous tester quelque chose qui est très complexe? Parce qu'alors, on a toujours des réponses de plus en plus complexes. Et je dirais que la base de la science, c'est de rechercher des explications plus simples. Et c'est de là que vient notre force dans la science. Nous avons cette capacité remarquable de rechercher des explications plus simples. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec ces symétries. Je pense qu'il est dangereux, disons, si on n'a pas de pensée critique, d'avoir en effet une certaine simplicité dans les explications. Mais tant qu'on évalue les choses, qu'on fait preuve d'esprit critique, qu'on teste, qu'on éprouve les théories, autant que faire se peut, eh bien, on peut développer notre compréhension des choses. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Ce que vous avez dit est très, très important. En effet, les expériences sont importantes. La vérité est dictée par les expériences. On peut déclarer que quelque chose est vrai juste grâce à une théorie et la théorie. Non, il faut avoir une vérification.
par le truchement d'expérience. La symétrie peut servir de fil conducteur, fil directeur, oui. Et ensuite, on peut utiliser la symétrie pour aller de l'avant, pour faire des prévisions. Et on peut faire des tests. Et si les expériences nous disent que nous avons tort, alors même si ce que l'on a fait est très beau, très symétrique, eh bien c'est erroné. Et alors, il faut revoir notre copie. Parfois, nous sommes surpris. Et demain, nous le verrons, justement. Il y a une très grande surprise dans les forces nucléaires faibles qui font la part des choses entre les particules gauche et droite. Particules, et ce n'est pas symétrique, mais la nature fait ça, cette distinction, et c'est très beau. Mais on en parlera demain. C'est essentiel pour notre monde. Moi, si je devais rêver du monde le plus symétrique et le plus beau, eh bien, et oui, il n'aurait peut-être pas ça. Mais pourtant, c'est ainsi que le monde est fait. Et c'est ce point-là qui est essentiel pour assurer la rupture entre matière et antimatière. Mais un univers parfaitement symétrique n'aurait pas besoin de cela. Peut-être qu'un monde hypothétique, un univers hypothétique et des symétries hypothétiques pourra fonctionner sans ça, mais nous sommes dans le monde dans lequel nous sommes. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la symétrie, la beauté, la vérité? Peut-être un tout petit mot pour remercier Daniel, parce que oui, vous avez mis la barre très haute pour demain. Je voudrais peut-être rajouter un point, puisque vous avez parlé d'expérience et de théorie. Un point important dans la physique des particules. Il faut des théories et des expériences et travailler main dans la main, car il est important de pouvoir avoir des théories prédictives et avoir des informations pour voir comment on peut construire ces instruments qui ensuite permettent de tester les théories. De même, il n'est pas utile d'avoir des théories qui n'engendrent de la prédictibilité, car il faut pouvoir tester. Et ensuite, il faut mesurer quelque chose qui est intéressant aussi. Il ne faut pas juste faire de la physique pour faire de la physique, il faut faire de la physique pour aller de l'avant. Et donc, il faut une interaction entre nos communautés, c'est essentiel. Merci beaucoup pour ce rappel des plus importants. Je pense maintenant qu'il est temps pour nous de boucler la boucle. Pouvez-vous, s'il vous plaît, applaudir nos panélistes comme il se doit? Et moi, avant de vous laisser, je vais vous faire deux petits rappels. Je vous rappelle que le Colloque Ride, c'est aussi un spectacle son et lumière qui reprend le thème de cette année et se déroule tous les soirs jusqu'au 17 novembre au Musée d'Art et d'Histoire. Ça dure environ 20 minutes, c'est gratuit et c'est à 18h30, à 19h30 et à 20h30. Et deuxième information, demain à 18h30 se tient la conférence de la professeure Yasmine Amis qui va porter donc sur l'antimatière. Donc on se retrouve demain soir et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.